Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on aborde le sujet du Ryzen 7 5700X, probablement l'un des meilleurs processeurs pour celui qui veut gagner un maximum d'argent tout en mettant un petit peu les mains dedans. Et je vous propose qu'on parle un petit peu de tout ça après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui viennent de débarquer, bienvenue sur Azertech, une chaîne qui se concentre autour du hardware. Donc ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation. Et si toi aussi t'aimes bien un petit peu cet univers, n'hésite pas à t'abonner, mettre le petit pouce RGB parce que ça fait très plaisir et ça encourage grandement le contenu. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va se retrouver pour le Ryzen 7 5700X, un processeur plutôt particulier. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ce Ryzen 7, je l'ai acheté avec mes propres moyens, donc il m'a pas été envoyé. J'ai le droit de dire absolument ce que je veux, un petit peu comme d'habitude de toute façon, hein, vous connaissez un petit peu la chaîne. Mais voilà, chaque review est totalement libre et je dis absolument ce que je veux sur tous les produits que je teste. Et je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. On va tout simplement commencer par pourquoi ce processeur est un petit peu spécial, puisque je pense qu'il faudrait mieux faire un petit tour là-dessus, que certains peut-être n'ont pas remarqué que ce processeur était plutôt intéressant. On va enchaîner directement avec le protocole de test, puis on va directement partir tester l'engin, puisque tout simplement c'est tout ce qui nous intéresse ici. On veut le voir fumer ce processeur. On poursuivra bien évidemment avec un petit bilan sur la consommation et la chauffe de ce processeur, et puis on ira directement voir son potentiel d'overclocking, puisque c'est un petit peu ce qui nous intéresse ici. On va voir un petit peu ce qu'on peut bidouiller pour rendre ce processeur encore plus intéressant. Puis on finira justement cette vidéo avec une petite conclusion sur celui-ci. Alors, quelles sont vraiment les différences entre le Ryzen 7 5700X et le Ryzen 7 5800X? Comme vous pouvez le voir avec cette petite fiche technique que je vous affiche tout de suite à l'écran, la seule chose qui change vraiment, c'est les fréquences et la consommation du coup, puisque c'est intimement lié les deux là. On va voir sur le 5700X 400 MHz de moins sur la fréquence de base, et puis au niveau du turbo, on va avoir 100 MHz en moins au niveau du turbo monocœur. Il faut préciser que la plupart des chiffres qu'on vous donne à chaque fois, c'est le turbo monocœur. C'est pour que ça tape en marketing, pour que les gens croient tout de suite que c'est vraiment le coup du siècle. Et en fait, au final, quand vous pouvez observer votre processeur, vous allez vous rendre compte que quand il est sur tous les cœurs, le turbo, il est beaucoup moins haut. Le 5800X sur tous les cœurs, il va booster jusqu'à 4,4 GHz, hors PBO d'activer quand vous avez le Precision Boost Overdrive. Voilà, il va booster largement plus haut, il n'y a pas de problème. Sauf si vous avez une puce de merde. Et du coup, après, si vous avez un 5700X, il va booster à 4 GHz sur tous les cœurs. Voilà, là vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quand même 400 MHz d'écart sur le turbo également. Maintenant, vous savez la différence entre les deux. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à l'unboxing du truc. C'est très simple, on a une boîte des Ryzen 5000 et puis dedans, il y a le processeur et aucun ventirad d'inclus. On a fait l'unboxing de manière très efficace, étant donné qu'il n'y a rien de plus à dire, vraiment c'est très simple. Ah si, le truc le plus important, on a l'autocollant Ryzen 7 pour rappeler à tout moment que vous avez une machine vraiment très performante et ça va nettement soulager votre ego. S'il n'y a pas de stickers à coller pour montrer un petit peu le prestige que j'ai dépensé, ça ne va pas du tout. Bon, maintenant tout simplement on va pouvoir passer au protocole de test, tout simplement pour voir un petit peu tout ça. Donc au niveau du protocole de test, c'est très simple. Ce processeur a été placé sur une B550 E-Gaming de chez Asus ROG. En refroidissement, on avait ici un water cooling de chez Be Quiet avec le Silent Loop 2 en version 280 mm, donc qui était plutôt bien refroidi. Au niveau de la RAM, on était ici sur de la Corsair Vengeance 3000 MHz. Et puis sinon, au niveau du reste de la configuration, c'est dans la description que ça se passe pour ceux qui s'intéressent, parce que globalement, le reste, c'est pas super intéressant. Donc là, le processeur, il est stock. J'ai même pas activé le PBO, j'ai vraiment rien activé du tout. J'ai vraiment mis à brut sur ma carte mère. Enfin, de base, mon BIOS n'est pas optimisé pour avoir des performances de fou furieux, donc le PBO n'est pas activé. Donc il y a quelques options qui pourraient éventuellement tirer plus du processeur, comme les boosts avancés d'Asus ou les trucs comme ça. C'est tout désactivé d'origine. Le seul truc que j'ai activé, c'est le DOCP pour que la RAM tourne à 3000 MHz. Et puis le FCLK, je l'ai mis à 1500 MHz pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la fréquence de la RAM au niveau de la carte mère et des barrettes. Tu vois, au moins ils savent très bien comment ils doivent travailler. Au niveau des logiciels de bench, et comme vous allez voir, j'ai testé pas mal de logiciels. Et puis ça va être comparé bien entendu à mon i7 10700K. Pour tout vous dire, sur ce i7, il a été légèrement bridé, tout simplement parce que toutes les options de boost avancé qui consomment la mort, je les ai toutes enlevées. Simplement parce que pour moi, ça devient débile. Un i7 qui est capable de booster à 250 watts alors qu'il tire à même pas 5% de perf en plus, c'est totalement débile. Donc tous ces trucs-là, je les ai enlevés parce que globalement, on verra pas trop la différence. Et puis sinon, ça va être comparé également à un Ryzen 7 5700G qu'on a essayé plus tôt. Je vous mets la vidéo là pour ceux qui veulent la voir. Là, j'ai rajouté des logiciels par rapport à cette fois-là. Donc il ne sera pas de partout, mais vous aurez une petite idée quand même des perfs globales. Et puis mon ancien Ryzen 5 3600 qui fait très bien le boulot. Donc tous ces processeurs étaient stock, comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont tous tourné avec le même kit de RAM. Les Ryzen tous avec la même carte mère, donc il n'y a pas de doute. Donc je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après.
Donc, au niveau des performances globales de la bête, comme on peut remarquer, on est à environ 20% au-dessus de mon i7 10700K, donc quand même on a un gain qui est plutôt intéressant ici. Et en plus de ça, il faudra regarder la consommation, mais je peux vous dire déjà un petit peu d'avance, c'est plutôt intéressant comme change, hein, parce que honnêtement, ça consomme beaucoup moins qu'un i7 et c'est bien plus performant. Mais sinon, ouais, on est vraiment déjà sur un processeur qui est plutôt performant. Ce qui m'a beaucoup étonné également, c'est que le 5700G est quand même vachement moins performant. Je trouve qu'on a quand même une grosse différence entre ces deux processeurs. Maintenant que vous savez un petit peu tous au niveau des performances, je vous propose qu'on attaque un petit peu. Ce qui nous intéresse également, c'est la consommation et la chauffe. Alors au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ça a été relevé très simple. J'ai fait tourner le processeur en idle pendant une dizaine de minutes et puis j'ai pris le maximum qu'il avait atteint. Et j'ai fait également tourner le processeur en burn sur Prime 95 pendant 10 minutes. Et puis j'ai pris également le maximum qu'il a atteint. Mais globalement, la moyenne était très proche la plupart du temps à 1 ou 2 watts près. Au niveau de la température, bah, j'ai relevé les températures sur le même type de bench, tout simplement Prime 95 pendant 10 minutes et j'ai pris le maximum également. Comme vous pouvez le voir, quand même, il consomme beaucoup moins que le i7 sur Prime 95 puisqu'on se retrouve ici à 77 watts contre 160 pour le i7. Et on a quand même 20% de performance en plus. Voilà, le gain est quand même significatif là au niveau de la consommation, on va pas se mentir, c'est plutôt hallucinant ici. Et puis au niveau de la chauffe, bon, on n'aura pas le i7. Un relevé de données plutôt fiable, fallait que je le sorte de ma configuration et tout. Et honnêtement, je vous avoue que j'avais un peu la flemme. Donc on n'aura pas sa température à lui. Mais au niveau justement de la température de ce Ryzen 5700X, on peut voir qu'il atteint un maximum de 51,3 degrés sur Prime 95. Donc globalement, il chauffe pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Genre c'est étonnant même qu'il chauffe aussi peu. C'est quand même un benchmark qui est censé lui donner le démon à votre processeur. On voit qu'il chauffe à 50 degrés. Donc globalement, c'est pas un processeur qui est connu pour chauffer énormément. Mais du coup, ce processeur, on voit quand même qu'il a une petite marge, hein. Il consomme pas, il chauffe pas. Il a un grand frère qui est pas très loin en performance. Le seul truc qui change, c'est la fréquence. Est-ce qu'on pourrait pas transformer justement ce petit 5700X en 5800X sans pour autant dépenser beaucoup d'argent? C'est la question que je me suis posée justement et je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de finalement vous montrer comment j'ai fait et ce que finalement c'est possible et c'est ce qu'on va faire justement dans cette vidéo. Alors tout simplement, j'ai déjà cherché différents moyens d'overclocker ce processeur puisque comme vous savez, les Ryzen c'est globalement assez pénible à overclocker puisqu'il y a des manipulations à faire dans tous les sens. On ne sait pas trop si on doit overclocker à la main, si on doit overclocker avec c'était Clock Tuner Ryzen machin là, bref c'était le CTR. Voilà, c'est pas compatible avec ce processeur donc vous serez obligé d'aller mettre les mains dans le BIOS à un moment. Après vous avez le Curve Optimizer que d'ailleurs je remercie Promax qui se reconnaîtra sur le Discord tout simplement parce que c'est lui qui m'en a parlé, moi j'étais pas au courant de ce truc. Il m'a envoyé des vidéos pour apprendre comment faire et du coup je vais essayer de vous transmettre un petit peu le savoir que j'ai acquis pour vous montrer un petit peu comment on fait. Alors c'est très simple, vous allez dans votre BIOS, bah, si vous avez un BIOS Asus c'est très simple, vous aurez juste à suivre un petit peu mes indications et si vous avez un BIOS d'une autre marque, globalement vous allez dans la barre recherche, vous mettez AMD Overclocking, après vous allez arriver à trouver globalement à peu près les mêmes choses donc il ne devrait pas trop y avoir de problème. Je tiens à préciser que déjà le Curve Optimizer est uniquement disponible sur les Ryzen 5000 et que sur les 3000 ça marche pas du tout. J'ai essayé sur mon 3600, ça s'affiche même pas. Vous essayerez pas trop avec des vieux processeurs, on va dire ça marche pas. Mais du coup, dans notre cas, nous, le 5700X est particulièrement compatible avec ce genre de choses. On va aller dans les options avancées justement du BIOS et puis après on va descendre dans l'onglet AMD Overclocking. Après, il va nous afficher une petite page pour nous dire que si vous overclockez votre processeur, vous êtes vraiment une vilaine personne et vraiment, waouh, vous devriez aller en prison parce que c'est un truc de foufou. Après, bien entendu, vous acceptez parce que vous êtes un malade mental, quoi. Vous, ça vous fait pas peur d'overclocker votre processeur. Vous êtes un bonhomme. Donc là, vous acceptez toutes les conditions possibles et inimaginables. Et puis, une fois que vous tombez face à cet onglet, vous allez avoir le Precision Boost Overdrive. Là, ce que vous faites, c'est que vous activez ce Precision Boost Overdrive, mais vous le mettez pas juste en activé, vous le mettez en mode avancé. Là, ça va vous débloquer une panoplie d'options plutôt intéressantes. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez débloquer la limite. Vous allez avoir une limite du PBO. Là, vous faites quoi? Vous la désactivez tout simplement pour que ça active justement les limites de la carte mère et de votre processeur au niveau de l'usine. Globalement, c'est plutôt sécurisé de base. Après, ce que vous allez faire également, c'est que vous allez avoir un petit onglet Curve Optimizer juste en bas. Vous allez dedans, ça va vous ouvrir une nouvelle page et là vous allez avoir un petit peu toutes les options qui nous intéressent. Cœur par cœur, ça sert à rien du tout puisque de toute façon, si vous avez un cœur qui va être plus bas que les autres au niveau des réglages, tous vos cœurs vont tourner à ce niveau-là et puis globalement c'est un peu de la daube. Parce qu'au début j'étais déterminé à faire chaque cœur un par un, tu vois, j'étais là, je m'étais chauffé un peu, mais ça sert strictement à rien. Donc des fois on dit no pain, no gain, mais des fois il vaut mieux rester couché, hein, moi je te le dis. Maintenant que je te conseille globalement de faire tous les cœurs en un, ça va t'afficher justement un petit truc qui te dit si tu veux ajouter en positif ou en négatif
au niveau de la tension. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est négatif. Tout simplement parce que le PBO, parce que le Precision Boost Overdrive, pour faire un rappel vraiment très rapide, mais très peu détaillé, donc évitez de m'en vouloir s'il vous plaît, ça jongle entre la température, entre l'utilisation de ton processeur à l'heure actuelle et le voltage qu'il est en train de lui donner. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire: je veux que tu donnes moins de voltage. Du coup, il va voir que le processeur chauffe moins et du coup, il va essayer de monter un peu plus en fréquence. Et nous, c'est juste ça qu'on va bouger. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait. Vous pouvez commencer à 10 et puis moi là j'ai réussi à monter jusqu'à 27. Donc globalement vous avez une bonne puce quand vous commencez à dépasser 25. Moi 27 je suis plutôt content parce qu'on va avoir des scores plutôt sympathiques. J'espère que j'ai bien expliqué. Si jamais j'ai très mal expliqué, vous pouvez aller dans le Discord qui est dans la description et puis je vous donnerai plus d'informations. Et puis si j'ai le temps je pourrais même carrément vous aider à le faire, comme ça il n'y a pas trop de problème. Normalement vous devriez pas trop avoir de soucis. Je vous prends un petit peu en voix off là à part parce que quand j'ai fait la vidéo je me suis rendu compte qu'il y a un détail que j'avais oublié et au final il est plutôt important. Certaines cartes mères Asus ont la possibilité de régler le Precision Boost Overdrive dans 2 onglets différents. Alors en fait, le premier onglet qu'on vient de régler, il n'y a pas de problème, vous laissez tous les paramétrages là. Mais en revanche, on a un autre onglet à les paramétrer, sinon vous ne verrez pas du tout les effets de ce qu'on a fait et c'est vraiment dommage. En gros, vous allez dans l'onglet AI Tweaker et là vous descendez un petit peu, vous verrez qu'on a un autre onglet PBO. Enfin, vous avez un autre onglet Precision Boost Overdrive et globalement, il faudra faire à peu près pareil. Quand vous l'allumez, enfin, quand vous allez dedans, vous activez le Precision Boost Overdrive, vous ne laissez pas en automatique, parce que si votre puce n'est pas terrible, de base, ça ne va pas l'activer et ça va être vraiment dommage. Donc voilà, on va l'activer directement. On va désactiver tout ce qui est les boosts avancés, tout ça, si vous avez éventuellement une carte mère Asus haut de gamme. Vous pouvez les dégager. On va retrouver ici un autre petit onglet Curve Optimizer et puis globalement vous remettez exactement les mêmes réglages que ce que vous aviez mis. Si vous avez réglé à 10 en négatif, vous remettez en négatif sur tous les cœurs à 10. Comme ça évite justement de créer des endroits où le BIOS il ne sait pas s'il doit tourner au premier réglage ou au deuxième réglage. Donc vous faites tout pareil. Et normalement, là, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Encore une fois, tester la stabilité de tout ça. Et puis, si jamais c'est bon, passez au-dessus. Pourquoi pas tester 15. Et si jamais c'est pas bon, bah, vous retournez, vous baissez carrément. Donc, si vous étiez à 10, vous descendez à 8, par exemple. Ça peut être une bonne échelle. Et si à 8, c'est encore pas bon, vous baissez de 2 à chaque fois. Et puis voilà. Maintenant que vous savez un petit peu les démarches de tout ça, on va voir un petit peu ce que ça a changé au niveau de notre processeur. Bien évidemment, on enregistre les réglages et puis on va aller faire un petit tour sur Windows pour voir un petit peu ce que ça a donné. Et là, ce que ça a donné, c'est que notre processeur, il s'est mis à voir le démon. Genre vraiment, notre Ryzen 7, c'était plus le même après. C'était un homme nouveau. Au lieu de booster à 4 GHz sur tous les cœurs, parce qu'avant c'était globalement sa limite, il s'est mis à booster à 4,650 GHz sur tous les cœurs. Et là, je peux te dire qu'on en a gagné des performances. Mais je vous propose de regarder un petit peu les graphiques de performance de ce processeur une fois overclocké. On en reparle un petit peu après. Donc voilà, comme vous aurez pu le voir, ce processeur, une fois overclocké, il a vraiment eu le démon parce qu'on a quand même 8% de performance en plus sur les graphiques à peu près. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt colossal ici, ce petit gain de performance qu'on a pu lui apporter également. Ça permet de gagner plutôt pas mal au niveau du temps d'exportation des vidéos également. Donc c'est plutôt intéressant. Mais bien entendu, vous devez vous douter que si on a gagné autant, c'est qu'il y avait forcément une perte quelque part. Étant donné qu'on a quand même doublé un Ryzen 5800X sur quelques scores. Pas tous les scores, il y en a qui vont me dire que le 5800X est encore devant sur certains scores. Je comprends pas trop parce qu'au niveau des fréquences, on est clairement au-dessus et c'est clairement la même architecture. Alors moi, les scores, ça vient peut-être de vos kits de RAM ou de vos cartes mères un petit peu truquées. Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien modifier les scores un peu là. Vous faites des trucs douteux avec, on se demande ce que vous faites. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça vient, mais globalement, on a quand même réussi à doubler un 5800X. On doute un peu que ça va impacter la consommation et la chauffe. Alors du coup, on va faire un petit bilan là-dessus. Au niveau de la consommation, est-ce que ça a augmenté en idle?
2 watts, d'augmenter de 2 watts en idle. Et au niveau justement du burn sur Prime 95, on a quand même doublé la consommation puisqu'on est passé de 77 watts à 150, enfin 156, un truc comme ça je crois. Forcément, ça a doublé, mais au niveau des performances, on est quand même très proche d'un 5800X, donc finalement on a quand même la consommation très proche d'un 5800X sur Prime 95. Donc on peut pas trop râler parce qu'on a vraiment les performances d'un 5800X. Et après, au niveau de la chauffe, on peut se douter que ça chauffe un petit peu, mais là on atteint 82,8 degrés alors que ma pièce est actuellement à 31,5 degrés et les jours où j'ai fait les tests c'était globalement pareil. Donc voilà, moi je trouve que 82,8 degrés c'est globalement une chauffe qui est plutôt maîtrisée ici. Donc maintenant on va faire un petit peu le petit bilan sur ce processeur. Comme vous aurez compris, c'est le processeur qui cache bien son jeu puisqu'il coûte souvent 50 € de moins qu'un 5800X. Vous gagnez facilement 50 € et puis vous l'overclockez à un point où vous pouvez même carrément rattraper le 5800X, voire même le dépasser comme dans mon cas. Je tiens à préciser que j'ai quand même eu pas mal de chance au niveau de la puce, je pense, même si peut-être que certains d'entre vous arriveront globalement à tirer les mêmes performances. Celui qui veut pas trop consommer, c'est ici un bon compromis justement. Le Ryzen 7 5800X étant connu pour chauffer plutôt beaucoup, consommer pas mal. Ce petit Ryzen 7 5700X en stock, il est un petit peu là pour se faufiler dans des configs où vous avez prévu de pas trop consommer et vous avez prévu quand même d'avoir d'assez bonnes performances, on va dire qu'il se faufile bien. Puis on voit quand même qu'on arrive à le tenir à 50 degrés sur Prime 95. Normalement, il est censé foutre le démon à votre processeur, ce truc, hein. Et bah là, 50 degrés quoi. Des petits ventirades comme des Pure Rock 2 ou des trucs comme ça va très bien tenir là-dessous. Après, si jamais vous en voulez plus, comme je vous ai dit, et que vous voulez gagner 50 €, si vous êtes prêt à mettre les mains dedans, c'est largement faisable. Au moins essayez de rattraper un 5800X et pourquoi pas le dépasser si vous avez un petit peu de chance. Pour moi, c'est un très bon processeur ici qui trouve encore une fois sa place dans le marché. La B550 Aorus Elite, elle coûte 130 €. Avec ce genre de processeur, vous faites des massacres. Et ce processeur, je l'ai eu à environ 265 €. Ça vous fait un combo à environ 400 €. Globalement, le i5 12600K, c'est une très bonne option. Mais avec une bonne carte mère, si vous voulez overclocker, vous prenez pas une B660 quoi. Globalement, vous arriverez entre 450 et 500 € et ça va tout de suite tirer un petit peu plus le budget vers le haut et voilà. Donc pour moi, c'est un processeur qui a totalement sa place dans le marché. Après, à voir comment évolue le marché par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.